Monsieur Cubertoffon est professeur des universités en droit public. Il est aussi docteur en sciences politiques. Il est donc juriste et politologue. Mais il est aussi essayiste et écrivain, parce qu'il a beaucoup d'autres centres d'intérêt que ce centre d'intérêt-là. Et la preuve en est, évidemment, ce petit pamphlet, son dernier paru, qui s'appelle « Pas de TGV pour le plouc », dont il va nous parler aujourd'hui. C'est un excellent titre. Hein. Il va nous en parler aujourd'hui en relation avec le déclassement, point d'interrogation, mais pas de point d'interrogation, du Limousin. Voilà. Alors, il paraît que M. Cubertoffon a publié au moins 70 ouvrages. Alors, il en a publié évidemment sur le droit. Moi, j'ai l'article, alors bon, d'accord. Et alors, il en a publié donc sur le droit, par exemple sur le droit constitutionnel européen. Il s'est beaucoup intéressé au thème de la démocratie. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes l'inventeur, je crois que oui, du terme démodespotisme. Oui, oui, bon. Donc, l'inventeur du terme démodespotisme. Et il s'est interrogé sur la démocratie dans la Cinquième République, dans l'Union européenne, à propos de l'islam, en Algérie, au Maroc, etc. Il s'est aussi intéressé à sa province natale, le Limousin, donc, à la littérature du Limousin, par exemple. Il avait écrit un livre sur Amédée Paroutou, il y a un certain temps, et il s'intéresse aussi à ce que va devenir le Limousin. Il y a déjà un certain temps aussi, il avait écrit Province, capitale, Limoges. Il a un certain temps pour les titres. Province, capitale, Limoges. Alors aujourd'hui, donc, ce petit brûlot qui s'appelle Pas de TGV pour les ploucs, qui est plein d'humour, un peu noir, et qui est presque toujours écrit en antiphrase. Bon, alors sur ce, je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, ça marche là. Je dirais si jamais je suis trop long, c'est très gentil à vous cette présentation. J'ai en plus oublié de dire quelque chose, c'est que si vous avez envie de vous procurer ce petit livre TGV sur les ploucs, il est là-haut, pas cher, hein, 7,50 €. Et c'est vraiment un délice à lire. Et ce sera en plus un plaisir de vous le dédicacer, je suppose. Voilà, c'est les livres. Moi, le truc que je préfère sur le Limousin, c'est Province, capitale, Limoges. Je considère comme un petit chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Mais je suis quasiment le seul à le penser. Et c'est vrai que j'ai inventé le démodespotisme, mais ça n'a pas pris non plus. Donc, oui, Pas de TGV pour les ploucs, c'est un petit accrocheur, mais en fait, ça va au-delà du titre. Pas de TGV pour les ploucs, mon propos. Parce que c'est pas simplement TGV. Et puis le mot plouc, on y reviendra peut-être, ça peut gêner, peut-être. Et c'est quelquefois mal pris. Ça s'appelle mal pris. Je commençais par une anecdote personnelle, parce que quand j'avais 12 ans ou 13 ans, en 1957-58, je prenais le bus, là, le dimanche, quelquefois, à l'après-midi, pour aller voir un match du Limoges Football Club. À l'époque, le football, c'était très important à Limoges. Et on avait une équipe de seconde division, qui en 57 était montée en première division. Et il y avait des matchs avec les grandes équipes. On recevait, par exemple, Reims, c'était le PSG de l'époque. On avait rajouté, d'ailleurs, sur la cendrée, des bancs pour passer une jauge de 17 000 spectateurs. Et il y avait une très grande ferveur populaire autour du Limoges Football Club. Et puis progressivement, il y a eu le déclassement du Limoges Football Club au sens propre, puisqu'il est descendu en seconde division, et maintenant c'est une équipe très honorable de nationale, je sais pas, mais qui ne remplit plus le Stade Beaublanc, d'ailleurs, plus personne ne remplit le Stade Beaublanc, hélas, et qui a été bien arrangé d'ailleurs, et il joue à Fétia. Alors il y a une compensation à ce niveau-là, par rapport à cette blessure narcissique limousine, c'est le CSP. Donc, la fierté limousine a été sauvée par le CSP. Et il y a sans doute la même ferveur populaire, même plus forte, autour du CSP qu'il y avait autour du Limoges Football Club. L'autre jour, j'étais dans le train, il y avait Dacoury, très aimable, Dacoury, je lui parlais, il est très gentil, on m'a parlé. Et puis après, il est parti, et on a discuté avec des gens, et on a communié en quelque sorte autour du CSP, et de Dacoury en descendant de l'ascenseur de la gare qui marchait ce jour-là. Et qui est très très long.
Donc, compensation. Par contre, il y a eu deux décisions, enfin deux processus pour lesquels il n'y a pas eu vraiment de compensation. Il y a eu le processus très lent du délabrement du train, depuis 1960. Et là, pas de compensation. Ah, il y a peut-être une compensation, mais elle est complètement imaginaire. C'est l'hyperloop. Parce qu'il y a des tas de gens qui vous disent « Oh, c'est pas grave, on va être en avance sur les autres, on a beaucoup de chance d'avoir une ligne délabrée, parce qu'on n'aura pas le train, mais le train, c'est vieux, c'est démodé, on va avoir l'hyperloop, on montera, on montera dans la capsule, et en 25 minutes, on sera à Paris. » Bon, on a bien vu ce que c'était l'hyperloop. C'est une plaisanterie qui a failli marcher, parce que il y avait les GAFA, Musk derrière, et le Populaire Centre, qui suit là sous les affaires de déplacement, très bien, en avait beaucoup parlé, mais c'est quand même quelque chose qui ne se fera jamais, qui est infaisable, d'ailleurs c'est la science-fiction. Comme compensation, alors il y a donc le délabrement du train, très progressif sur 50 ans, et puis deuxième chose, brutalement, la suppression de la région. Qui plus est par un pseudo-Limousin. C'est la meilleure. Et par un parti qui avait fait en 82 la décentralisation. C'est le summum. Hein, quand même. Et donc, alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme compensation? Alors on dira, il y avait des gens qui vont dire, mais c'est pas grave, ce n'est qu'une administration, c'était des bureaucrates, il faut dégraisser le mammouth, il faut supprimer des tranches dans une feuille administrative, c'est une très bonne mesure, non, on en reparlera. Donc, c'est deux choses dont je vais vous parler, surtout, et qui vont être le point de départ de mon propos. Je vais détailler le délabrement du train, d'abord, premièrement. Ensuite, la dégradation administrative imposée par le pouvoir socialiste à l'époque, d'ailleurs. Et puis, après ces deux premiers points, je m'interrogerai sur la question du déclassement. Est-ce qu'on va pas faire un processus de métropolisation avec deux France, une France périphérique et puis une France branchée? Je m'interrogerai ensuite, quatrièmement, sur la question du pourquoi on a pris ces mesures. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens qui prennent ces mesures? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de la haute administration, en quelque sorte, pour considérer qu'il y a des choses qui sont il faut s'occuper des gens, il faut leur imposer des choses, en fonction de quoi? Et je crois que ça peut se rapprocher de ce que Benjamin Stora a appelé à propos d'Algérie, du temps de l'Algérie coloniale, le sudisme. Il y a une forme de sudisme. On verra un peu ça. Et enfin, on se demandera s'il y a des choses à faire pour changer, pour modifier tout ça, pour réagir, s'il faut vraiment réagir, et même s'il faut qu'on s'énerve, peut-être qu'il ne faut pas s'énerver trop. Alors là, le premier point, c'est la question la première question, c'est le délabrement du train. Alors le symbole du délabrement du train, c'est le Capitole, et c'est ce train qui faisait à l'époque 2h51, 54, et de façon très ponctuelle, et avec un wagon-restaurant, et avec des bons wagons, et avec des toilettes propres, etc., pour faire Paris-Limoges ou Limoges-Paris. Alors que maintenant, c'est 3h15, 3h30, et plus si affinité. Il y a souvent affinité. C'est un peu moins maintenant, depuis 2-3 ans, ça me pique. Il y a un petit progrès. Donc, du train, on verra l'historique avec les occasions manquées, et on verra à la fin peut-être s'il y a de l'espoir, puisqu'il y aurait peut-être un petit espoir, peut-être qu'on va revenir à 3 heures un jour, avec même 2h30, avec des wagons convenables en 1900, en 2022, 2022, donc ça fait 25. Alors le Capitole, il y a une mythologie du Capitole, et je lisais dans le bouquin de Catherine Ney,
qui n'est pas désagréable, hein, le souvenir, je me souviens, assez piquant, qui est un bouquin très récent. Et elle parle du Capitole, et elle dit « Il y avait un wagon-restaurant qui méritait encore cette appellation. Les tables étaient recouvertes d'une nappe blanche en coton damassé, assortie aux serviettes. Des serveurs en tenue, chahutés par le roulis du train, nous proposaient dans des postures d'équilibristes du café à volonté dans de grandes cafetières en argent, qu'ils versaient dans des tasses de porcelaine blanche épaisse, accompagnées de tranches de pain de mie grillées et de marmelade d'orange. On s'y retrouvait entre périgourdins, venir y prendre son petit déjeuner l'hiver, surtout quand la Sologne était recouverte de givre. Il n'était pas rare d'apercevoir une barre de biche. Était un moment magique et un rêve abordable. Donc on avait le meilleur train, avec les meilleurs wagons, puisque c'était les wagons Trans-Europe Express, qui avaient été mis en place en 1960. Ces wagons resteront en service jusqu'en 1985, et ensuite, de 85 à 90, il y aura d'autres services, encore avec des horaires rapides. Et en 90, fin de l'aventure Capitole. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Il y a eu une promesse. Une promesse de M. Delebarre, à l'époque ministre de l'Équipement. Le même Delebarre qui est venu nous faire un rapport de Delebarre sur le désengagement du Limousin à la suite de l'abandon du barreau TGV, LGV, Poitiers, Limoges. Monsieur Delebarre, un peu plus affiné qu'aujourd'hui, mais nous sommes tous graves, donc j'ai rien à dire. Monsieur Delebarre, à l'époque, donc, avait déclaré, vous verrez ça vous savez, sur Internet, il a déclaré à la télévision régionale, il a dit le Limousin aura le Capitole en 90. Il aura le Capitole. Alors il y aura deux solutions. Il faut choisir la solution. Soit ce sera le POLT, hein, la ligne traditionnelle, Paris-Orléans, Châteauroux, etc., etc. Soit ce sera par Poitiers. D'ailleurs, si vous regardez sur Internet aussi, vous voyez en gare de Limoges-Bénédictin, en 1984-83, un TGV à Limoges. Le TGV est venu à Limoges, il y a une photo. Donc ça prouvait, vous voyez, vous allez avoir le TGV, et il est là. Bon. Donc promesse du TGV. La promesse a tenu très longtemps, et à la fin des années 90, que je dis, c'est ça, oui, en 95, en 98, sous le gouvernement Jospin, avec le ministre de l'Équipement, qui était le ministre communiste Jean-Claude Guessot. La région, sous la direction de Savy, a proposé, en accord aussi avec toutes les autres régions traversées, une autre formule, le Pendolino. Le Pendolino, c'est un train qui se couche dans les virages. C'était une licence Fiat, donc ça pouvait poser un problème parce qu'il fallait acheter italien et non pas Alstom français. Mais Alstom avait racheté la licence. Et la SNCF avait, je crois, acheté une rame. À l'époque, vous voulez, il y avait une conjonction Savy-Gallois, Louis Gallois, président de la SNCF, qui a des attaches à Limoges, et Guessot, qui est tout à fait d'accord. Donc il y avait ce projet. Alors évidemment, à ce moment-là, il y a une scission, un désaccord entre les socialistes de Limoges, avec un arrière-fond politique. Il y a eu l'opposition Rodet, Perrault-Dumont, et de l'autre côté, Savy. Ils se détestent pour des raisons qui m'échappent. Bon. C'était la bonne solution. C'était 2h30 avec un bon train. En 2024, peut-être qu'on aura 2h30, mais en 2024. Et on n'aura jamais le TGV. Mais on voulait le TGV, on a droit au TGV. Pourquoi nous, on n'aurait pas aussi le TGV? On n'est pas des ploucs, on a droit au TGV. Donc, quand est arrivé au pouvoir Chirac-Raffarin, Raffarin a plutôt opté pour un renforcement de sa ville et Poitiers, et on a repris la formule Poitiers,
Paris, Poitiers, Limoges. Et donc, il s'agissait de faire un barreau, vous savez ça autant que moi, Poitiers, Limoges, 120 km, à voie unique en plus. C'est pas une très très bonne idée. Et pour avoir cette solution, on a fait agir Madame Chirac, Bernard Chirac, qui est une femme tout à fait estimable, enfin, c'était pas forcément elle de s'occuper de ça. Et puis, cette solution, vous savez qu'en 2015-2016, la solution a été repoussée. Alors d'abord, il y a eu un rapport de la Cour des comptes défavorable. C'est trop cher, c'est pas rentable, bon, c'est idiot. Et sur ce, après, il y a eu plein de recours, notamment les écologistes. Certains de mauvaises langues disent qu'on a fait passer d'ailleurs le trajet du TGV dans le jardin, dans le parc d'un professeur de droit écologiste très pointu, contentieux. Donc, c'est allé dans le Conseil d'État. Et la déclaration d'utilité publique du gouvernement socialiste a été annulée. Et alors là-dessus, à la fin du septennat de Mitterrand, consolation, on nous a envoyé M. Delebarre, devenu par la suite plein de choses, préfet, je ne sais pas quoi. Et il est descendu du train. La télévision régionale lui a tendu le micro. M. Delebarre, qu'est-ce qui se passe? Oh, je trouve que c'est un peu fatigant. Il venait de Dunkerque. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit dans son rapport, M. Delebarre? Il a dit qu'il faudrait peut-être, parce qu'on lui a demandé, son ordre de mission, c'était désenclavement du Limousin et des régions limitrophes. Pour tout le monde. La région limitrophe, c'est aussi le Poitou. Donc, M. Delebarre a dit il faut faire un TER plus rapide entre Poitiers et Limoges. Donc, c'était toujours resté quand même sur cette ligne Passage-Poitiers. D'ailleurs, qui est une ligne Passage-Poitiers qui est très prisée de la SNCF, parce que je ne sais pas si vous avez vu, en tapant sur Paris-Limoges, sur les applications de la SNCF, je ne sais pas si ça existe encore, mais on vous fait passer par Poitiers. Et moi, j'ai vu des gens arriver à Limoges, je me dis, ça va le voyage? Oh, c'est un peu long, on a changé à Poitiers. Oui. C'est la SNCF qui dirige peut-être plus maintenant, orientée là-dessus. Voilà donc où ça en est. Alors, dernière nouvelle sur cette ligne, la SNCF a acheté, a commandé, il y a 2 mois, 12 rames pour Paris-Clermont, qui est dans un état pitoyable aussi, et 15 rames pour Paris-Limoges, à une compagnie espagnole, CAF, qui est construite en France et en Espagne, et ça devrait être mis ça devrait être opérationnel en 2022, disent-ils, pour dire 2023. Et à ce moment-là, on aura des possibilités sur de longues distances d'avoir 200 km/h. Voilà ça coûte 700 millions. Le Pendolino, ça coûtait 400 millions. Le barreau, ça coûtait 1,5 million. 1,5 milliard. Donc ça coûte 700 millions, et c'est payé non pas par la SNCF, mais par l'État. C'est curieux. C'est quand même curieux. Est-ce que l'État a payé les rames TGV pour Bordeaux? C'est curieux. Donc l'État va donner 750 millions pour payer ces rames, achetées d'ailleurs à une société espagnole. Sans doute pour dire qu'on ne peut pas toujours acheter Alstom, je ne sais pas. Bon, voilà le train. Alors le train, ajouté à ça, ce que vous savez parfaitement sur le train, c'est que les autres lignes, les petites lignes qui se rangent là-dessus, elles sont pourries. On a arrêté, on ne peut plus faire un Limoges-Royan. Impossible. On s'arrête à Chabanais. Dans le populaire du centre récemment, il y avait une. Ça marche. On s'arrête à Chabanais, alors que la région, si j'ai bien lu, a programmé 68 millions pour refaire la ligne.
mais l'État n'est pas d'accord, la SNCF n'est pas d'accord parce qu'il faut réouvrir des gares, etc., etc. Bon, voilà. Si vous voulez aller à Clermont-Ferrand, c'est difficile, hein. Vous allez en train jusqu'à Saint-Sulpice-Laurière, Guéret. À Guéret, vous changez de train, vous prenez un autre train qui vous mène à Montluçon. À Montluçon, vous avez le choix. Pendant la halte, vous avez 2 bars. Choisissez. Vous attendez un petit moment, et après, vous prenez un car pour aller à Vichy, pour aller à Clermont-Ferrand, etc. Voilà la situation. Du côté de Clermont-Ferrand, ils ne sont pas mieux lotis. Du côté, par exemple, Bordeaux-Marseille, c'est plus long maintenant aussi. Bordeaux, Paris, Amiens, Dunkerque, c'est très long, même en passant par le Touquet. Hein. Donc, catastrophe. Donc ça, c'est la première blessure. Alors, c'est pas simplement l'ego qui est blessé, parce qu'on avait le beau train, dans un train merdique, tout ça. Alors, le train merdique, en plus, c'est train, vous savez. Alors, j'ai oublié quand même, il y a eu quand même un réveil. 2013. 13 juillet 2013. Souvenez-vous. 7 morts, 70 blessés. Après Tigny-sur-Orge, le train, il allait pourtant à 136 km/h, alors qu'à cet endroit, on peut aller jusqu'à 150 km/h. Il y a eu la brisure d'une éclisse. C'est je ne connais rien en rail, mais c'est une pièce qui permet de river deux rails successifs. Ça a été mal surveillé, je ne sais pas, il y a un procès qui va se faire. Bon. Et quand même, ça a déraillé. Alors là, ils sont un peu réveillés quand même. Et ils se sont aperçus quand même qu'ils avaient complètement liquidé et sacrifié le réseau intercité, comme ils disent. Et alors qu'à côté, maintenant vous allez à Bordeaux en 2 heures. Vous allez à Avignon, à Marseille, en 3 heures, je ne sais pas combien. Vous allez à Lyon en 1 heure, 2 heures. Vous allez à Rennes en 1h20. Vous voyez? Vous allez à Nantes en 3 heures. Donc, raccourcissement des distances d'un côté, et allongement des distances, et avec l'inconfort du train. Il y a des petits-enfants, quelquefois, quand ils prennent le train à Paris-Limoges, ils me disent, mais c'est quoi ce train? Ça bouge. on est mal, comment ça va mal assis. Ils sont un peu surpris. Ils croyaient que le train, c'était le TGV. Bon. Donc, dégradation très lente du train, progressive. Alors, la région, c'est aussi... la région, c'est curieux quand même comme affaire, parce qu'il y avait ce discours sur le millefeuille administratif français. Hein? Ouais, ça coûte cher, 36 étages, etc. Quand vous regardez les choses à peu près, vous apercevez qu'il y a des millefeuilles partout. En Allemagne, vous allez en Italie, partout, vous avez des trucs qui vous semblent peut-être un peu incohérents, un peu... Bon. Et puis, bon... donc, le président Hollande, qui voulait faire une réforme, il avait du mal à en faire. Des réformes. Et puis, c'est pas un mec qui fait beaucoup de réformes, enfin, c'est pas le genre, enfin, je ne veux pas, il a une grande qualité, il est très très charmant, mais c'est pas un homme de décision. Si, c'est un homme de décision 2 fois. 2 fois quand ça obéissait bien. Il était sûr de l'obéissance et de l'exécution. Il a décidé très vite sur le Mali, hein, très très vite. Il était très fier d'ailleurs, il a dit, comme il était tout surpris de... mais c'est pas très difficile avec les militaires, parce que les militaires en général, ils vous proposent quelque chose qui est très carré. Ils vous disent, voilà, il faut faire ça, si vous faites ça, on a tant de risques, il y a 2 voies possibles, vous choisissez A ou B, mais tout est prévu. Et puis les militaires, ils obéissent quand on toque. Ils obéissent dans l'heure. Bon. Et là, effectivement, il se vante dans les leçons du pouvoir, il a écrit plusieurs livres. Dans le dernier livre, d'ailleurs c'est amusant, et il veut transformer la Ve République en régime présidentiel à l'américaine. Bon, c'est toutes ses affaires, enfin bon, il fait ce qu'il veut. Bon. Et donc le président Hollande, là,
a décidé très rapidement, une licence en vente, avec des consultations assez rapides, de transformer la région, et passage à 13 régions, de 22 à 13 en métropole. Alors, la question est de savoir avec qui on va mettre ces limousins. Parce que bien sûr, ils ne vont rien dire, ils vont parler. Ils vont parler, on va les supprimer, mais bon. Alors, avec qui on les met? Alors, finalement, les amis, avec les Bordelais, plutôt qu'avec les Pontins, et plutôt qu'avec les Auvergnats. Alors, avec Clermont, c'est tout un peu logique. On est trop semblables, et puis peut-être qu'on est trop loin au niveau des transports. Avec Poitiers, c'est pas idiot. En plus, c'est la Charente-Maritime, tout ça, on est en vacances sur les plages de Charente-Maritime, tout ça, il y a une continuité, il y a La Rochelle, tout ça. Et finalement, ça a été Bordeaux. Alors, Bordeaux, ça a été Bordeaux, et Bordeaux, finalement, c'est assez flatteur pour des Limousins. Et puis, de toute façon, c'était mieux d'être avec Ségolène. Puisque si on était avec Poitiers, on pouvait avoir Ségolène. C'est un peu spécial. Enfin, tout ça s'est fait très vite. Il y a eu des résistances en Bretagne avec les Voyants. Il y a eu des résistances à Nantes avec Hérault. En Limousin, rien. Si, sa vie. Qui, une fois encore, à mon avis, a bien vu les choses, a très bien vu les choses. On dit que je suis un homme de sa vie. Pas du tout, j'ai beaucoup d'estime pour sa vie, je ne suis pas un homme de sa vie. Mais je reconnais quand même qu'il a quand même des vues qui ne sont pas bon. Et donc, nous voilà maintenant avec Nouvelle-Aquitaine. Alors nous avons maintenant 24 représentants au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, sur 183. On a un vice-président. Je pense qu'il y a un président de Nouvelle-Aquitaine qui est un président intelligent, qui a bien vu qu'il faut quand même ménager les choses, tout ça, et qui a repris des projets quand même. Donc lui, il dit, voilà, nous finançons ça s'appelle le pôle, la voie qui va vers Royan. Enfin, en tout cas, il y a un bon train pour aller à Bordeaux. Et puis, on a voté des crédits pour faire Limoges-Angoulême. La porte Océane, elle est fermée, la porte Océane est complètement fermée. Et il y a le projet de faire quelque chose sur la N147, Poitiers-Limoges, qui est très dangereuse. Il y a un autre projet aussi, qui est un projet des chefs d'entreprise, de financement privé, de concession, et donc de péage. Ça me semble un peu lourd de devoir payer pour faire Poitiers-Limoges. Et puis on sait ce qu'il en est des péages. Donc voilà la deuxième douleur, en quelque sorte, limousine. On peut dire c'est pas grave, c'est des histoires, on peut se déplacer autrement. Mais enfin, c'est quand même curieux. Et surtout, c'est très curieux que ça vienne d'un pouvoir socialiste. C'est très curieux que ça vienne de Hollande. Hollande corrézien, paraît-il. Oui, non. Ouais. Donc c'est assez curieux. Bon, voilà le fond, finalement, de la douleur, la difficulté. Parce que la région, vous savez, allez, lorsqu'on fait une fusion dans une entreprise, puisque l'idée, c'est de bien gérer, c'est de ne pas dépenser de l'argent et de bien gérer, et de faire des économies d'échelle, et de mettre en place, comme ils disent, des synergies. Mais regardez les précautions qu'on prend lorsqu'on fait une fusion ou un rapprochement d'entreprise. Et vous voyez que ça ne marche pas forcément. Renault, Nissan, je ne sais pas comment. Nissan, vous voyez, ça a été fédéré par Carlos Ghosn. Je ne sais pas comment on dit, vous voyez le résultat. Ils n'ont pas supporté, ils l'ont dégommé, les Japonais. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est un peu ça, ils ont trouvé un prétexte. Et on essaie aujourd'hui
de rabibocher en faisant très attention à la susceptibilité des Japonais. On n'a pas fait très attention à la susceptibilité des Limousins. Ah bah. Ils sont fous. Le bulldozer, on passe. Lorsque PSA a racheté Opel, Madame Merkel a reçu monsieur, j'ai oublié le nom du très dynamique PDG de Carlos Tavares, et lui donné des garanties. On a maintenu la spécificité d'Opel, on a maintenu la marque Opel, et ça aurait été complètement stupide d'ailleurs de supprimer la marque Opel comme il est stupide. Aujourd'hui, on parle par marque, de supprimer la marque Limousin, c'est imbécile. Ça s'est bien fait. Idem pour Vauxhall. On va voir ce qui va se passer avec Fiat. C'est sûr qu'ils vont faire quelque chose d'assez fédérateur en ménageant toutes les possibilités. Quand vous faites une fusion dans l'industrie à la hussarde, ça ne marche pas. Quelques années plus tard, ça éclate. Par exemple, Renault, Volvo, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des grandes difficultés sur Air France, KLM. Les Hollandais trouvent que Air France, il y a une culture de la grève, et eux, ils sont plus rentables, ils ne voient pas pourquoi ils seraient dirigés par les Français qui sont dispendieux. Donc oui, on a fait ça sans aucune précaution. Alors je ne vais pas dire que ça a provoqué des réactions, peut-être qu'il n'y aura aucune réaction. Mais si un jour ou l'autre, il y a des gilets jaunes puissance 10, ça sera le terreau qui aura provoqué ça. Déjà, il y a des revers électoraux. Le Limousin, c'est une terre de gauche. C'est fini. Et je pense que c'est une des conséquences de ça. Donc voilà les deux difficultés, les deux douleurs. Maintenant, est-ce qu'il y a deux France à la suite de tout ça? Parce que le phénomène n'est pas simplement limousin, c'est un phénomène national. Hein, en tout cas, il y a deux SNCF. Alors, est-ce que ça provoque, finalement, une France qui est la France? C'est un peu le discours modernisateur qu'on trouve dans le rapport Spinetta, par exemple. Le rapport Spinetta, qui était un rapport qui a été fait avant la réforme de la SNCF. Spinetta, inspecteur de finances, haut fonctionnaire, qui a dirigé d'ailleurs la SNCF, qui a dirigé Air France, et qui voulait faire une SNCF sur le modèle de Air France, de l'avion. Ce qui a été fait un peu pour le TGV d'ailleurs. Et l'idée, finalement, c'est d'avoir 10 à 12 grandes métropoles, très bien reliées vers Paris, de sorte qu'on puisse faire dans la journée Paris-Lyon, Paris-Bordeaux. Alors, donc vous allez avoir des gens qui sont des jeunes gens ou des moins jeunes d'ailleurs, très branchés sur le monde moderne, qui sont cosmopolites, hein, qui vont à New York une fois par an, à Londres c'est chez eux, à Amsterdam idem. L'hiver, ils vont au sport d'hiver. Mais c'est facile le sport d'hiver parce que de Paris pour aller au sport d'hiver, 3 heures vous êtes au sport d'hiver. L'été, ils vont au festival d'Avignon. C'est facile de Paris quand vous êtes au festival d'Avignon. 3 heures vous êtes au festival d'Avignon, vous voyez les mêmes d'ailleurs. Donc vous voyez une espèce de surclasse cosmopolite. Branché sur le monde, et puis le reste. Alors, mais quand je dis ça, je ne suis pas si sûr de mon... Il y a un auteur qui a très bien montré ça, c'est Christophe Guilluy, qui a écrit un livre qui s'appelle La France périphérique. Lui, il insiste là-dessus. Vous avez un autre auteur qui a parlé un peu de ça, c'est Michel Houellebecq. Dans la carte des territoires, il présente la Creuse, comme ce qu'elle est un peu d'ailleurs. Il exagère toujours un peu, mais souvent, j'aime pas Houellebecq, mais il met le doigt sur
Et donc, ils présentent la Creuse comme des peuplés. Et puis, il y a des Chinois qui viennent en Creuse, comme ça, passer leurs vacances. Et puis, il y a des artistes. Il y a un autre bouquin aussi qui montre un peu ça, c'est le Goncourt il y a 2 ans. Nicolas Mathieu, Nos enfants après eux. C'est un livre qui montre justement les territoires délaissés. Il y a eu des industrialisations, et puis on laisse ces gens-là, ils n'ont pas grand-chose à faire. Alors voilà, donc il y aurait 2 France. Et vous pouvez lire aussi un bouquin de Pierre Vermeuren, La France qui déclasse, où il insiste beaucoup là-dessus. Alors tout ça, cette thèse de la France qui déclasse, j'y crois, mais je pense qu'elle est un peu exagérée. Par exemple, si vous regardez Limoges, si vous regardez Émoutier, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment le sentiment qu'il y a 2 France et que les gens qui sont à Émoutier ou à Limoges sont si mal que ça, et si mal traités que ça? Oui. C'est pas tout ou rien. À Émoutier, vous avez des jeunes gens là, qui inventent des modes de vie intéressants, je sais pas. Vous avez le musée Robert-Homme. C'est formidable. C'est extraordinaire, le musée Robert-Homme. C'est un régal absolu. Vous avez Lille avec le musée d'art moderne, qui est discutable, mais c'est quand même quelque chose. Et même la ville même d'Émoutier, quand vous traversez, je trouve ça joli. Et si vous regardez dans le populaire du centre, hélas, vous ne pouvez plus voir ça dans l'écho du centre, qui n'existe plus, hélas, les cinémas à Émoutier, mais également à Pélac, et également à Saint-Julien, vous avez plein de films. Très intéressant. Donc cette idée de retarder, d'exclus, de sauvage, d'esbine, et puis les in, les out, je crois que c'est quand même peut-être une idée qui est un peu fausse, mais il y a quand même du vrai. Il y a quand même la France des grandes agglomérations. Et puis il y a le reste. Et Limoges aurait pu être dans les grandes agglomérations. Il suffisait de faire une ligne de chemin de fer. Et ça aurait été très bon pour la France. Parce qu'il y a des gens qui seraient bien habités à Limoges, parce que c'est pas cher Limoges. Bordeaux maintenant c'est 5 000 le mètre carré, 4 000 le mètre carré. Paris c'est 10 000 le mètre carré. Limoges c'est 1 500 le mètre carré. Et encore, peut-être 1000. Oui, c'est quand même. Vous pouvez avoir des beaux appartements, vous pouvez avoir une vie très agréable, avec du théâtre, etc. Donc, on aurait branché plus de villes sur l'inévitable centre parisien, où on aurait relié beaucoup mieux vers Bordeaux et vers Lyon. Je crois que la France entière aurait gagné. On aurait pu, sans parler des grandes entreprises limousines, qui doivent s'interroger de temps en temps, se dire mais est-ce que c'est bien intéressant, le grand, d'avoir notre siège à Limoges, alors que quand il y a des gens qui viennent de l'étranger, ou quand nos cadres partent à l'étranger, il faut qu'ils passent par Paris, il faut qu'ils prennent un train qui n'existe pas, ou qui est aléatoire. Il faut avoir du mérite quand même pour ça, il faut s'accrocher quand même. Donc, je pense que là, on aurait pu inscrire Limoges dans les grandes agglomérations, et en la reliant. À la longue, c'est même dangereux pour la natalité française et ça va coûter cher. Parce que les gens, ils vont faire moins d'enfants, ça commence, parce que c'est trop cher, tout ça, et machin. Et là, cette année, on a un déficit par rapport aux années précédentes de 50 000 enfants. Avant, on était très en tête par rapport à l'Europe, les pays européens. Et les enfants, c'est etc., etc., etc. Donc, on a raté le coche de la grande agglomération. Mais on n'est pas responsable. Hein. On a fait ce qu'il... Si, quand même. Il y a eu une erreur. Et il aurait fallu qu'ils se mettent d'accord, tous, sur le train. Eux se divisaient bêtement sur le col, le barreau. Alors pourquoi cette situation? J'en viens à cette idée qui est l'idée de sudisme. Je crois que les hauts fonctionnaires français ont une vision de la province qui est sudiste
selon ce qu'entend Benjamin Stora. J'ai une certaine expérience de ça parce que moi j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait Sciences Po à Paris, tout ça, et j'ai bien vu. Et après j'ai vu les hauts fonctionnaires, après j'ai travaillé dans les administrations. J'ai vu les hauts fonctionnaires et l'idée qui sont de la province. Et je vois l'idée même que les Parisiens se font de la province. La semaine dernière, j'étais à un vernissage dans le 6e arrondissement, le quartier chic là, et je discute avec une dame, dans les vernissages, je ne sais pas quoi faire. Je trouve quelqu'un avec qui parler. Et nous parlons, on peut reprendre un peu. Et elle me dit d'où êtes-vous? Alors moi, en général, je suis un peu con, je dis je suis de Limoges. J'avais plus à Paris qu'à Limoges, mais j'aime bien dire ça par provocation. Et moi, je rajoute, oui, vous savez, il y a l'électricité à Limoges. Bon. Et alors, je dis je suis de Limoges. Et il se trouve qu'elle était de Montpellier et de Vichy. Moi, j'aime beaucoup Vichy aussi, surtout d'ailleurs, peut-être. Et elle me dit, oh, Limoges, c'est comme Vichy, mais en moins bien, parce que c'est moins joli. Alors je lui dis, mais je dis, mais vous plaisantez je lui dis, mais Vichy, c'est une sous-préfecture, 22 000 habitants. Donc oui, les gens ont un regard extraordinaire. Elle était de Montpellier. Et je lui dis, vous savez, vous aussi, vous avez été dégradé. Parce que vous avez plus la capitale régionale Montpellier. Vous avez été mangé par Toulouse. Comment il s'appelle? Pierre Vermeuren a fait un article excellent un peu forcé, dans Commentaire, là, dans le débat sur le phénomène des grandes agglomérations. Et lui, il va franchement, il dit Toulouse a tué Montpellier, Bordeaux a tué Limoges et Poitiers, Lyon a tué Clermont-Ferrand, Strasbourg a tué Nancy et Metz, mais quand même, donc, le regard des gens sur la province lorsqu'ils sont au pouvoir là-haut. C'est une vieille histoire. C'est une histoire qui date de Louis XIV, peut-être. Et puis il y a tout le courant de son fondateur français. Il faut lire, il faut relire. Tocqueville, c'est un peu précieux sur encore. L'Ancien Régime et la Révolution. Bon, et puis après, il y a eu la création de l'ENA, qui était une machine finalement à normaliser la France, à expliquer aux gens comment ils sont. Les ENA, comment ils sont fabriqués. On leur donne un dossier, hein, ils avalent le dossier très très bien, ils ne vont pas voir sur place, hein. Ils avalent le dossier, et après ils font une fiche en disant il faut faire ça. Là, il faut. Et si ça résiste, ben, comment on va contourner? On y va. Avant l'ENA, il y a eu Napoléon, bien sûr. Et il y a un regard sudiste. Benjamin Stora parle du sudisme à propos du regard des Français et aussi des coloniaux, enfin des colons français en Algérie sur la population algérienne. Il dit voilà, c'était pas de la d'hostilité, c'était pas de la méchanceté, il pouvait y avoir même de la bienveillance, mais une espèce de bienveillance affectée et réversible, intermittente, qui s'accompagnait éventuellement de punition si les choses n'allaient pas comme elles devaient aller. Et il y a un peu ce regard parisien sur l'ensemble du pays, et notamment sur la province. On va les cadrer, quoi. On va les cadrer. Hein? En 82, lorsqu'il y a eu la décentralisation, je fais des réactions, mais ils n'y arriveront pas. Ils ne sont pas capables de gérer. Comme, oui, l'idée du plouc. C'est pour ça que... Et dans mon livre, je raconte une anecdote, et je dis, ils nous prennent pour des bougnoules. Alors évidemment, le mot, aujourd'hui, il ne faut plus le prononcer, parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire aujourd'hui. Ça m'est arrivé dans le train, justement, dans le train Paris-Limoges.
Limoges-Paris plutôt. Il avait 30 minutes de retard et à voix haute, je dis, ils nous prennent pour des bougnoule. Et juste à côté de moi, il y avait un jeune compatriote d'origine maghrébine. Insulté. Alors je ne vais pas raconter ma vie, hein, parce que vous ne voulez pas entendre, que j'aurais pu raconter l'Algérie, le Maroc, tout ça, je ne sais pas, mes attestations de mon racisme, on s'en foutait complètement. Et je me suis bien écrasé pendant tout le voyage, et à la fin du voyage, oui, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, mais ça n'empêche que vous êtes un vieux con. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire on prend les Limousins pour des gens qui ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Et finalement, on va les prendre doublement pour des gens qui ne sont pas capables, parce que maintenant, il y a une double centralisation. Il y a la centralisation parisienne et la centralisation bordelaise. Et les Bordelais, c'est des préjugés, tout ça, bien sûr, mais quand même. Ah putain, il faut qu'on s'occupe des Limousins, et puis ils râlent, et puis ils ne sont pas d'accord entre eux, quand même. Oh, oui, ils nous en pètent, ceux-là. Ah ouais, c'est pas mal, oui, c'est joli, je suis allé à Vassivière, c'est très vert, la prairie. Les belles vaches, oui, les vaches sont pas mal, mais enfin, quand même. Bon, mais il y a ce côté. Donc le sudisme, c'est ça, c'est une espèce de regard, et le macronisme, première manière, c'était du sudisme absolu. Dingue. Mais comme vous avez vu comme il nous a traités au début. Il suffit de traverser la rue, tout le monde d'ailleurs. Il faut que les collectivités locales fassent des économies, ça coûte trop cher, etc. Bon. Il est allé à la souterraine pour s'occuper de GMS. Et puis, il était avec Rousseau d'ailleurs, il a dit, mais ils n'ont qu'à aller, il y a des enfants équivalents à Bruxelles, qu'ils y aillent. Mais il n'a jamais fait la route, hein. Parce que c'est loin, hein. Et puis l'hiver, c'est un peu difficile, hein. Ouais, c'est quand même. Hein. Donc il y a ce côté-là. Il s'est beaucoup amélioré, hein. Il a beaucoup réfléchi parce qu'il a senti passer le boulet, la proximité. C'est un garçon qui progresse. J'ai bon espoir. Donc c'est ça le. Bon, j'en arrive à ce qu'on pourrait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme dirait l'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Anna Karina. Et il paraît qu'elle n'est pas morte d'une. Mais elle est morte de suite, à la suite d'une opération. Anna Karina. Bon. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? À mon avis, il y a 4 choses à faire. Alors d'abord, il faut qu'on fasse une certaine introspection, nous, les Limousins. Il peut y avoir ici un état d'esprit. Je fais attention à ce que je dis, parce que. Le bureau, le Parisien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il peut y avoir quand même l'idée que finalement tout ça, hein, c'est pas si grave. Et si les Parisiens ne veulent pas venir, on est bien mieux tout seul. Après tout, ils vont foutre la merde. Donc bon, ils nous prennent pour des cons, mais nous aussi. Hein. Sauf que nous, on leur dit pas, mais on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. Ça, c'est pas vrai comme idée, si vous voulez. Bon, cause toujours. Hein. Voilà. Donc, il y a eu un peu de ça. C'est ça. Et peut-être que c'est pas complètement idiot. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre en place des compensations psychologiques. Et je trouve que la mairie de Limoges fait ça pas mal. Non, mais je parle sérieusement, il ne faut pas parler politique, peut-être. Mais... Par exemple, ils ont, juste après l'abandon de la région, la suppression de la région, ils ont eu le label UNESCO Ville d'Art. Ça fait plaisir. Non, mais c'est bien. C'est bien. Mais peut-être qu'il faudrait quand même au niveau politique, à mon avis. Hein.
avoir une pression quand même plus forte, en tout cas pour que les promesses qui sont faites soient tenues. Monsieur Pépi est venu, avant de quitter la présidence de la SNCF, est venu à Clermont-Ferrand, en compagnie du secrétaire d'État au transport, qui est député de la Haute-Vienne, M. Gévary, un homme très dynamique. Et ils étaient invités par La Montagne. Et il parlait à des interlocuteurs d'entreprises, Michelin, des choses comme ça. Bon. Et c'est là qu'il a fait ses annonces sur les 12 rames pour Clermont et les 15 rames, ou 14, je me trompe, pour Limoges. Et il a avoué des choses incroyables. Il faut regarder la vidéo sur Internet. Il a dit, oui, j'ai pris le train, les toilettes sont dégueulasses. D'ailleurs, j'ai décidé qu'il y aurait une personne maintenant qui serait dans le train en permanence pour nettoyer, pour voir les choses, etc. Donc il faudrait quand même faire un peu plus de pression, je crois. Un truc qui ferait peut-être sortir d'une certaine timidité, d'une certaine inhibition, sans passer à des solutions Notre-Dame-des-Landes, qui sont un peu extrêmes pour nous, mais qui sont efficaces. Hein. Peut-être qu'il faudrait trouver des trucs. Bon. Les Gilets jaunes, après tout, ça choquait au départ ce qu'on fait. Enfin, et ben, ils ont réussi quand même à se faire entendre et ils ont eu des résultats au niveau du pouvoir d'achat. Donc, il ne faut pas casser, il faut pas. Mais peut-être qu'il y a un moyen de se faire entendre un peu plus. Et en tout cas, il faut arrêter de passer par des intermédiaires. Parce que Mme Chirac, quand elle est intervenue pour le barreau, c'est gentil, mais enfin bon, c'est aux politiques élus de faire quelque chose. Alors, il faut sans doute faire pression, notamment sur être attentif à ce que fait notre très dynamique secrétaire d'État au transport, M. Gévary. Pourquoi il n'y aurait pas d'avoir un débat sur Limoges, les enclavements de Limoges, au cours de la campagne municipale? Donc peut-être changer, nous, de perspective et sortir d'un esprit un peu en retrait, un peu inhibé, un peu... La deuxième chose à faire, à mon avis, c'est repenser l'idée d'intérêt général. Parce que, par exemple, la déclaration d'utilité publique sur la... J'ai combien de temps encore? Et il faut que je parle combien? Donc, la déclaration d'utilité publique qui a été annulée par le Conseil d'État, Conseil d'État, d'ailleurs, Conseil d'État Cour des comptes, qui était contre. Qui sait au Conseil d'État la Cour des comptes? Quel genre de mecs sont au Conseil d'État la Cour des comptes? C'est des Parisiens qui ont leur grand-mère en province, peut-être. Mais ils y vont le dimanche, de temps en temps, pour le loisir, et ils aiment bien trouver les provinces agréables, avec de la nature en place. Pas trop de bruit, pas trop d'activité. Donc, il faudrait se demander ce que c'est l'intérêt général, et qui définit l'intérêt général. Okay. Par exemple, quand il s'agit de mettre de l'argent quelque part, qui choisit de mettre l'argent là plutôt que là? Je prends des exemples. Lorsque notre filière nucléaire a des difficultés, et on a des difficultés, et lorsqu'il faut combler un déficit, parce qu'on n'arrive pas à construire l'EPR en Finlande, parce qu'on n'arrive pas à construire l'EPR à Flamanville, parce que les soudures ont été déficientes. Donc il faut tout revoir, et ça prend 2 ans de plus, et ça coûte 1,5 milliard de plus. C'est des histoires qui se chiffrent en milliards. On a recapitalisé EDF, on a recapitalisé Areva, 3-4 milliards. C'est le budget de l'État. Lorsque il y a eu l'affaire de la Société Générale,
Jérôme Kerviel fait des opérations bizarres, et il y a 4 milliards de pertes. Eh bien, l'État prend la moitié. 2 milliards. Bon. Lorsque Madame Lauvergeon, qui dirigeait Areva, rachète des mines en Australie, et puis finalement des mines d'uranium, et ça ne marche pas, 2 milliards. Lorsqu'il y a l'arbitrage tapis, 450 millions. Hein? Et lorsqu'un juge français dit qu'il faut casser cet arbitrage, ben non, on poursuit. On poursuit, c'était Madame Lagarde qui était responsable, et monsieur, l'actuel directeur d'Orange, Richard. Mais on pourrait multiplier les exemples. Madame Ségolène Royal, à un moment donné, on avait fait le portail, là, vous savez. Le fameux portail, c'est une bonne idée. Parce que ces routes, là, 4 voies, elles sont empruntées par les poids lourds étrangers, hein, uniquement, qui prennent leur essence et leur casse-croûte en Espagne, là, et donc qui traversent la France simplement en faisant pipi, c'est tout. Et puis voilà, donc ça nous coûte cher, ça nous rapporte rien. On avait fait ces portails, et ben il y a eu une révolte des bonnets rouges à l'époque, là, en Bretagne, immédiatement, marche arrière, on a abandonné les portails, 800 millions, je ne sais pas très bien, monsieur le reste, pour indemniser la société qui s'était occupée du portail, et un manque à gagner de 1 milliard par an, le milliard qui doit être affecté à la réfection des routes. On fait perdre 1 milliard par an. Lorsque on a privatisé les autoroutes, ça a rapporté 5 milliards. Il fallait absolument, l'Europe voulait, parce que 5 milliards, mais on aurait pu garder ça et gagner 1 milliard tous les ans jusqu'à la fin. Donc ça encore, ça se discute. Il y a quand même souvent des opérations qui sont invraisemblables. Il y avait l'épidémie H1N1. Attention, on a acheté des vaccins. Moi, à l'époque, j'étais avec Ness et le consul de Fès, de France, là, prenez-moi mes vaccins. Il fallait qu'on. Mais il n'y a pas besoin de vaccins, tout ça. Bon. 800 millions. Ça ne sert à rien, c'est Madame Roselyne Bachelot qui est Madame chroniqueuse. On était les payés. Bon, donc, vous voyez, quand il s'agit des affaires, des grandes affaires, entre nous, hein, les responsables, l'argent coule. Quand il faut mettre 100 millions pour refaire la ligne Limoges-Angoulême, il n'y a pas les sous. Il n'y a rien. Ah non, c'est pas possible. Oui, même là, j'ai vu le budget de Réseau Ferré de France. Alors, il s'agit de régénérer les voies. Ils mettent 450 millions pour régénérer les voies. Le budget d'investissement de Réseau Ferré de France, c'est 3,2 milliards. Mais en fait, il y a une concurrence. Il faut faire la ligne Charles de Gaulle, Saint-Lazare pour les Jeux Olympiques. Pour laquelle l'État a donné tout de suite 1,5 milliard. Et puis, ça coûte plus cher. Il faut faire Lyon-Turin et il faut refaire la signalisation de Paris-Lyon pour pouvoir passer plein de trains sur Paris-Lyon. Il ne reste plus grand-chose pour la régénération des lignes intercités, comme on dit, et plus grand-chose pour les petites lignes. Ils n'ont pas les sous, c'est pour ça qu'ils ne se précipitent pas à Confolens, parce qu'ils ne veulent pas. Et il y a des projets à la SNCF depuis très longtemps, sans doute dans ce sens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques années, quand on voulait faire Paris-Limoges, ils vous faisaient passer par Poitiers. Parce que bon, cette ligne-là, bon, elle est abîmée, tout ça. Il faut la refaire, ça coûte très cher. Donc, il faudrait revoir l'idée d'intérêt général. Qu'est-ce qui est d'intérêt général? Et il faudrait que les gens qui définissent l'intérêt général,
ne soient pas les hauts fonctionnaires parisiens qui ont été dans le moule Sciences Po ENA. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de dépluyer un dossier, très bien, ils savent par cœur les chiffres, tout ça, machin, machin. Ils vont pas voir sur place et ils vous disent voilà la bonne gestion. Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des contrôleurs de gestion. Hein, la bonne gestion impose de faire ça. C'est ça. Donc il faudrait peut-être remettre du politique, parce que si on ne met pas du politique, le politique se venge. Regardez le coût des grèves aujourd'hui. Pour les commerçants, pour tout le monde. Vous voyez le coût des gilets jaunes. Pas que c'est 17 milliards. Sans compter les mauvaises affaires qu'ont fait les commerçants. C'est moins de TVA. On a une croissance actuellement qui est très faible, 1%. Oui, donc il faudrait redéfinir l'intérêt général et puis remettre les politiques derrière l'intérêt général. C'est-à-dire que ce n'est pas aux hauts fonctionnaires de décider. On a vraiment l'impression que c'est les hauts fonctionnaires qui décident, qui ont des plans derrière la tête depuis très longtemps. Et notamment pour nous. Ils s'occupent de nous. Ah, ils s'en occupent bien. Oh, je suis content. Oh, ils sont gentils. Parce qu'ils ont autre chose à faire quand même. Hein. Donc c'est la deuxième idée. La troisième idée, c'est la question de la dette. La dette. Vous dites, ah non, pas possible. Ça va creuser la dette. Nous avons les critères européens. Il faut qu'on ait on a un déficit de 200 milliards. On a un déficit de 100% du PIB. Donc, alors il y a deux, ici c'est une question très délicate, c'est une question quasiment sacrée. Les gens réagissent avec leur tripes pratiquement, ils ont des convictions profondes. Alors il y a des gens qui disent, oui, la dette, il faut absolument la réduire, nos enfants, vous vous rendez compte, on est méchants avec nos enfants, d'autant plus que nos enfants, ils me racontent qu'on est vraiment méchants. Hein. Vous avez vu la petite Greta, elle est sévère, hein. Oh là là, vous la voyez, vous dites, bon, j'ai fait une grosse bêtise, il faut que je m'en occupe de la terre parce que j'ai bien abîmé. Enfin, je sais bien abîmé du tout. Hein. Donc, on va laisser des dettes aux enfants. Bon. Et donc, et puis non, c'est pas possible. Imaginez que vous ayez votre foyer, que vous le gériez comme ça. Mais si on l'a géré comme ça, comment on a acheté nos appartements et nos maisons? En nous endettant. Et nous avons eu à un moment donné des dettes qui étaient bien supérieures à nos revenus annuels, qui est peut-être l'équivalent de notre PIB, qui étaient 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et c'est comme ça. Et en plus, aujourd'hui, l'argent ne coûte rien. Les intérêts sont négatifs, c'est absurde d'ailleurs. C'est négatif, c'est la France. La France, on nous dit, ah la France, vous comprenez, la France, vous être dans une situation, on ne trouvera plus personne pour nous prêter. Ils sont ravis de nous prêter. Parce que l'argent coule à flot, là, avec les politiques monétaires très accommodantes, là, qui ont été lancées, les quantity easing, là, on a racheté, les banques centrales ont racheté pour faire redémarrer l'économie. En 2008, après la crise des subprimes, l'argent est gratuit. Alors, l'argent est gratuit et on n'emprunte pas. Parce qu'il ne faut pas passer la barrière des 100% du PIB. C'est absurde. Et c'est pas moi qui le dis, il est farfelu. Il y a plein de gens qui nous disent ça. Vous savez, Joseph Stiglitz, qui a été prix Nobel d'économie, un truc comme ça, qui le dit. Vous avez l'ancien, j'ai oublié son nom, l'ancien économiste numéro 1 du FMI, qui est un Français, qui dit ça. Il y a beaucoup de gens qui vous disent ça. Mais l'Europe, par exemple, a une capacité d'emprunt absolument colossale. L'Europe a pas bougé et n'investit pratiquement rien. Donc ce serait très facile. On passerait à 102 du PIB et alors on est à 90. Les Japonais sont à 200. Je ne parle pas des Américains avec Trump. Alors on a été bloqué. Alors je dis, peut-être que vous êtes complètement en désaccord avec moi, parce que cette question de la dette est très sensible. Il y a l'autre position, qui est la position allemande, par exemple. En allemand, dette, c'est Schuld. Schuld, c'est péché. C'est ça. Hein.
elle est là-dessus. Et le président de la Banque centrale, de la Banque d'Allemagne, lui dit, il faut dépenser, on a des surplus, il faut dépenser. Non, 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 il y a surtout très peur que ce soit les gens du Club Med qui lui fassent les poches. Donc, il faudrait sortir de ces blocages. Alors, est-ce qu'on en sort aujourd'hui? Peut-être un petit peu. Vous avez vu, monsieur Boris Johnson. Quelle égalité. Il est malin, on n'a pas fini d'être ennuyé par lui. Bon, voilà. Et lui, il veut dépenser, il veut sortir de l'argent pour le NHS, le service de santé, et pour les infrastructures qui sont pourries. Il veut peut-être renationaliser. Trump, n'en parlons pas. Trump, on n'aime pas, mais il est là pour longtemps peut-être. Et lui aussi, il a dépensé, ça va pas lui permettre de réélu, peut-être bien. Donc il faudrait peut-être sortir de ce piège de la dette. Vous voyez, les solutions, moi, que je préconise, c'est des solutions qui dépassent de beaucoup de Limousin. Je pense qu'il faudrait sortir d'une politique économique qui consiste à serrer les écrous. Il faudrait relancer le système. L'Allemagne a 0,5% de croissance. Nous avions une croissance prévue de 1,3%. Et la croissance qu'on va avoir, c'est de 1%. La croissance, par derrière, c'est des emplois, c'est des impôts, etc. C'est des investissements. Il faut peut-être changer de politique. Et je me demande si dans les 3, 4 ans, 5 ans, on n'avancera pas une autre politique. Alors, pour aboutir à quoi? Je crois qu'il faut aboutir. Je vois une conclusion, un dernier point extrêmement gaulliste, peut-être, à cet égard. Une nouvelle politique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que dans les années 80, 70-80, il y avait une politique d'aménagement du territoire. Il y avait des institutions, il y avait un ministère, il y avait un commissariat à l'aménagement du territoire. Il y avait une politique avec les métropoles d'équilibre, pas 12 plus, avec des prévisions d'investissement. Et l'idée, c'était de mailler l'ensemble du territoire. Pas comme l'avait fait la SNCF, au la SNCF, les chemins de fer au XIXe siècle, mais quand même partout, faire des choses, équiper, sans souci de la dépense. D'ailleurs, on n'a pas fait simplement ça, on a équipé au niveau industriel. Et nous vivons encore un peu sur ces fleurons industriels. On vend progressivement, si vous voulez. Donc, il faudrait revenir à une politique d'aménagement du territoire véritable. Moi, j'avais un rêve quand on construisait la BNF, la bibliothèque aujourd'hui qui s'appelle François Mitterrand. Ce rêve, c'était qu'on prenne les 8 milliards, 8 milliards, pour faire ça. En plus, on glisse sur les marches. Remarquez, on glisse aussi. Voilà. Mais c'est curieux d'ailleurs qu'ils ne réfléchissent pas, les architectes, à des trucs comme ça, c'est quand même le PA. La BNF 8 milliards, est-ce que l'on s'en sert beaucoup de tout ça? Je ne suis pas sûr. Imaginez ces 8 milliards. 8 milliards et 800 millions de frais de fonctionnement par an. Avec tout ça, vous pouvez faire une carte de l'aménagement du territoire qui aurait été très payante. Nous auriez dit là, à Brest, on fait ça. À Rodez, on fait ça. À Rodez, vous allez me dire, on a fait des choses très bien. Pour les crins, c'est très bien etc. On aurait pu dépenser de l'argent. Donc, vous voyez, mon orientation, c'est ça, c'est que il faudrait une volonté politique pour que ça bouge un peu plus rapidement. Au niveau institutionnel, il y avait l'idée de refaire une région. C'est une idée de Sali et Péronnet. Et il voulait refaire une région, ou refaire
faire un grand département à partir des 3 départements de l'ancienne région. Ça n'a pas pris. C'est pas une mauvaise idée. Bas-Rhin, Haut-Rhin ont été regroupés. Et actuellement, il y a l'idée de faire des expérimentations au niveau des collectivités locales. C'est inscrit dans la Constitution, c'est prévu. On aurait pu pousser ça, hein, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est le problème de l'argent. Et le problème de l'argent, il ne sera résolu que s'il y a un changement politique et qu'on sort d'un système où les régions, les villes sont mises en concurrence avec des gagnants et des perdants. Destruction créatrice, catastrophique. Bon, voilà ce que je veux dire. Si vous avez des questions, remarques, des questions, je vais les répondre.